Bonjour à tous et bienvenue à cette session de webinaire relative au cadre d'urbanisation du secteur médico-social. Donc, c'est un webinaire qui s'ouvre aujourd'hui dans le cadre d'une étape de concertation après à peu près 1 an de travail sur ces travaux d'urbanisation sectorielle. Donc, on va être 4 intervenants aujourd'hui à vous présenter la démarche générale et à vous présenter également les autres webinaires qui vont suivre. Alors, au niveau des intervenants, donc Odile Jamet, qui est directrice de projet secteur médico-social à la délégation au numérique en santé, Christophe Peter-Falvy, qui est expert urbanisation à l'Agence du numérique en santé, Anne Cazenave, chef de projet socle du numérique en santé à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et moi-même, Morgane Berthelot, je suis directrice du domaine médico-social à l'Agence du numérique en santé. Et sans plus attendre, donc, je passe la parole à Odile, qui va vous parler des grands enjeux qui nous ont conduits à orchestrer ces travaux sur l'urbanisation pour le médico-social. Odile, il faut que tu ouvres ton micro. Pardon, excuse-moi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire qui ouvre une série de webinaires qu'on va faire pour vous présenter le cadre d'urbanisation sur lequel on a travaillé donc depuis presque 1 an, comme le disait Morgane, et donc dans l'objectif de démarrer un travail de concertation, en tout cas de mise en concertation de ce cadre d'urbanisation qui soit le plus large possible. Donc le rappel du contexte, ces travaux, on les a démarrés puisque en 2021, dans le cadre des task force du médico-social, en particulier les premières task force que nous avons menées, donc PA-PH, dans les secteurs PA-PH et domicile, on a été amené à ce titre à identifier, ou en tout cas les différents acteurs qui ont participé aux task force du médico-social, nous ont partagé un certain nombre de constats, en particulier sous la forme de freins technico-fonctionnels, donc notamment un cloisonnement des systèmes d'information et donc peu de partage entre les différents acteurs du parcours qui accompagnent les personnes, à la fois personnes âgées et personnes en situation de handicap, que ce soit en hébergement ou à domicile. Des freins également liés à l'intégration tardive et partielle du médico-social dans les politiques d'accélération numérique, même si depuis le début, le médico-social, le Ségur du numérique, est inclusif et a pris en charge le médico-social dès les premiers travaux, on a quand même un retard, notamment par rapport au couloir hôpital, où depuis quelques années, il y a des politiques en faveur de l'investissement en numérique. Là, on est encore vraiment au tout début dans le médico-social. Des limites également dans les usages, et donc une importante marge de progression en matière d'accessibilité numérique et d'ergonomie des services pour limiter l'exclusion, et puis une inégale maturité des acteurs en matière de système d'information. Je ne vous apprends rien en vous disant que le médico-social est un secteur extrêmement varié, à la fois en termes de nature de prise en charge, de catégorie d'établissements, de taille des établissements, de statut juridique entre les associatifs, les privés lucratifs, les privés non lucratifs, etc., voire même les établissements de secteur public. On a vraiment des situations très, très différentes et donc une inégale maturité. Et puis, en troisième lieu, des difficultés, des irritants pour les professionnels, avec très souvent des saisies multiples entre les différents systèmes d'information qui sont cloisonnés, comme je le disais juste avant, et donc qui génèrent une charge de travail importante pour les professionnels qui ne voient pas d'un très bon œil le fait de se dire on va nous rajouter des outils, on va nous demander de rentrer dans l'ère du numérique. On est déjà, il y a une vraie contention des professionnels dans le médico-social. On sait qu'il y a des problèmes de ressources humaines et donc l'arrivée du numérique était plutôt pris comme un frein que comme un accélérateur, et un levier permettant d'améliorer les pratiques. Et puis sur sollicitation également des usagers et des aidants. Dans une prise en charge coordonnée, face à des ruptures de parcours et un manque d'information, on voit que l'arrivée du numérique, encore une fois, était plutôt pris comme un frein à la capacité d'agir et nuit à la capacité d'agir. Et donc, fort de toutes ces remontées qu'on a pu collecter dans le cadre de ces task force, on a identifié
un certain nombre de travaux, enfin, on a élaboré plus exactement un plan d'action de chantiers à mener, de travaux à mener, et dans le top 5 de ces priorités, on a considéré l'équipe nationale du Ségur numérique, c'est-à-dire l'équipe DNS, ANS, CNSA et ANAP. On a considéré qu'il était essentiel, important, de proposer de lancer les travaux pour définir un cadre d'urbanisation sectorielle pour le médico-social. Donc, sur la diapo suivante. Je suis désolée, j'ai un problème pour passer. Odile, essaye de passer directement, toi, si tu as la main dessus. Ah, si j'ai la main dessus. Ouais. Attends, si, c'est bon, c'est bon. Voilà, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est moi, mais en tout cas, c'est passé à la diapo suivante. Donc, besoin de définir un cadre d'urbanisation avec des objectifs qu'on a fixés tous ensemble, qu'on va retrouver ici. Les attendus de ce cadre d'urbanisation sont de différentes natures, hein, de différents ordres. Tout d'abord, constituer un cadre de référence, hein, c'est-à-dire un document qui fasse référence et qui permette de soutenir le développement du numérique, qui réponde à toutes les questions que l'ensemble des acteurs peuvent se poser, qui définissent une cible cohérente et qui permettent à l'ensemble des acteurs de savoir où on va. Deuxième objectif, une fois qu'on a défini une cible, c'est d'avoir une cohérence de l'ensemble des trajectoires, l'ensemble des maîtrises d'ouvrage nationales en particulier, c'est-à-dire qu'il faut que les différents acteurs, à la fois nationaux, donc ANS, CNSA, Caisse nationale d'assurance maladie par exemple, mais aussi dans les régions, on puisse avoir des trajectoires qui soient cohérentes parce qu'on partage tous ensemble un cadre de référence et donc ça donne des points de repère aux différents acteurs pour se dire voilà moi dans quelle trajectoire je dois m'inscrire. Un troisième objectif qui est de faciliter, évidemment, c'est l'objectif principal du Ségur, vous le savez, les échanges et le partage des données pour éviter les saisies multiples. Un quatrième objectif qui est d'harmoniser les pratiques en termes d'usage des données, favoriser le partage et la compréhension commune des nomenclatures. Aujourd'hui, on a vraiment des pratiques qui sont très, très hétérogènes, encore une fois, d'un domaine à l'autre, d'un établissement à l'autre, voire même d'un territoire à l'autre. Et donc, on a besoin de remettre, de réharmoniser un peu tout ça et qu'on ait des compréhensions communes des nomenclatures. Hein. Quand on n'a pas les mêmes terminologies, c'est difficile d'échanger, c'est difficile de se parler, c'est difficile de piloter les politiques publiques dans leur ensemble. Donc ça, c'est vraiment un enjeu essentiel. Un besoin d'accélérer l'interopérabilité entre le DUI et l'ensemble des systèmes d'information partenaires avec lesquels le DUI est amené à échanger. Et puis, enfin, améliorer les principes de sécurité des systèmes d'information et les principes d'authentification des professionnels et des usagers. Vous comprenez que l'ensemble vraiment des attendus qui sont ici, même si elles sont de différentes natures ou de différents ordres, ont un objectif commun qui est de faciliter le travail des professionnels, des usagers, des aidants, de l'ensemble de tous les participants, de toutes les parties prenantes de ce secteur d'activité. Le secteur d'activité, on l'a volontairement limité à trois dimensions dans notre périmètre prioritaire, qui est donc celui des personnes âgées, personnes en situation de handicap et acteurs du domicile. Donc les personnes âgées, personnes en situation de handicap pris en charge en hébergement ou à domicile. Donc ça, c'est notre premier objectif. Ultérieurement, on sera amené à traiter d'autres pans du médico-social ou du social, mais là, sur ce premier périmètre, on reste sur PAPH domicile. Donc ce cadre d'urbanisation, il vise à proposer une cible cohérente permettant une réorchestration des services. Si ce terme peut paraître un peu complexe, c'est vraiment comment j'utilise quel service, dans quel contexte, dans quel ordre, pourquoi faire et comment, centré autour du DUI et de ses interactions. Tout ça, on cherche à le faire dans une démarche de co-construction avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Je vais passer la parole tout de suite à Christophe qui va vous expliquer comment on a mobilisé les acteurs de l'écosystème et puis comment on va vous mobiliser à nouveau dans le cadre de cette première phase de concertation. L'objectif, c'est d'obtenir une première version qu'on va chercher à enrichir dans le temps. Et donc, encore une fois, c'est un document qui se veut être
accessible, utilisable par l'ensemble des acteurs de l'écosystème, quel qu'il soit, pour faciliter le travail de tous. Voilà, Christophe, je te passe la parole. Merci. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour à tous. Donc, c'est un grand plaisir pour moi, en tant qu'urbaniste, de pouvoir vraiment bien travailler. Le sanitaire n'a pas eu cette chance et le médico-social s'est donné tous les moyens nécessaires à démarrer ce cadre d'urbanisation sectorielle. Et donc, c'est vraiment un travail de fond qui a été mené depuis 2022. Et donc, je vais un peu vous en parler, sachant que l'urbanisation sectorielle, celle qui nous occupe de tout un secteur, on n'est pas dans le champ d'un système d'information, mais on est dans un champ d'application beaucoup plus large qui est le système des systèmes. Alors, je vais aller assez vite. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Mais dans un système d'urbanisation, enfin urbanisé au sein d'un système d'information, on étudie les métiers, quels sont les processus métiers. Et là, on est dans un champ beaucoup plus large, donc il ne s'agit pas des métiers, mais c'est des métiers entre eux et des mêmes métiers entre plusieurs systèmes. Donc on est dans des processus de processus et on essaye de voir comment ça fonctionne. Et pour ça, je vais vous expliquer que la démarche qu'on a entreprise depuis des mois et des mois. Au niveau fonctionnel, donc qu'est-ce qui fonctionne? Ça veut dire j'envoie un mail, c'est une fonction par exemple, ou j'échange des données, c'est une fonction. Comment ça se passe? Dans un système d'information normal, on est un peu siloté quelque part. Alors que là, on doit ouvrir tous les champs des possibles et on doit pouvoir échanger, partager des données entre systèmes d'information, etc. Donc, tout notre système est éclaté. Au niveau applicatif, on est encore dans un système beaucoup plus grand qui sont les plateformes citoyennes, les interactions entre applications de différents métiers entre eux, etc. Donc, on est obligé de revoir tous nos modèles classiques, standards d'urbanisation. Et on n'est plus avec notre microscope en train de regarder un système d'information, non, on est comme un géographe, comme un explorateur, avec notre longue vue, et on doit voir qu'est-ce qui se passe entre les différents continents, les différentes îles, comment les systèmes de chacun peuvent fonctionner, et surtout peuvent fonctionner entre eux. Donc, on doit revoir notre vision fonctionnelle, on doit revoir notre notion de service. Donc, on a parlé de service, cette notion de service, c'est vraiment ce qui va nous préoccuper. Pourquoi? Parce que ici, on est dans une urbanisation très, très concrète. C'est une démarche qui se veut de bon sens, une démarche en co-construction avec vous, et c'est une démarche aussi qui considère un contexte d'usage. Les choses ne sont pas fixes entre elles. Il faut que vous puissiez, en tant qu'établissement de santé médico-social, communiquer des données avec un autre système. Il faut que la CNSA soit en mesure de recevoir ces données, par exemple. Et tout ça doit être reconstruit et reconfiguré quelque part à l'aune d'une certaine géographie et plus d'un certain système qui est complètement fermé. Et c'est surtout ça qu'on a travaillé et c'est pour ça qu'on a fait une démarche. Déjà une démarche qu'on appelle top-down, croisée, ça veut dire qu'on a vraiment été à l'écoute du terrain. On a dit quelles sont vos dépendances, vos besoins, qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce qui ne marche pas. Et tout ça aussi en croisement de l'orientation stratégique. Et l'orientation stratégique, ce n'est pas seulement au niveau national, c'est aussi au niveau local, c'est au niveau régional, et puis on peut remonter. Donc, c'est à chaque niveau, dans cette démarche, quels sont les besoins et quelles sont les orientations. Et comment croiser tout ça pour reconstruire l'urbanisation sectorielle du médico-social. Donc, il y a eu une consultation de l'écosystème qui a été énorme. Il y a eu 150 acteurs rencontrés, peut-être plus, mais ça me paraît encore peu par rapport à tous les nombres d'acteurs qu'on a rencontrés. Et on a vraiment fait aussi, en plus de ces ateliers, des enquêtes sur des formulaires. On a repris tout ça, on a combiné tout ça, on a compilé tout ça, on a analysé tout ça, et on a commencé à faire un premier rapport d'analyse qui nous a permis de reprojeter des cartes, mais pas des cartes fermées sur un système d'information, mais des cartes tout à fait ouvertes. Quels sont les cas d'usage? Quels sont les processus métiers, mais à un niveau macro, etc., etc. Et ce premier niveau d'analyse, adossé aux marqueurs stratégiques, ça veut dire les orientations stratégiques qui
qui vont être décrites un peu plus tard et qui ont donné lieu à des marqueurs stratégiques, ils ont été adossés à des principes directeurs. Ces principes directeurs, ce sont les principes d'urbanisation. C'est le bon sens quelque part. C'est qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir utiliser un référentiel. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir faire que deux systèmes puissent communiquer. Et c'est tous ces principes-là, ils sont déjà décrits dans la doctrine d'urbanisation sectorielle, mais on les a déclinés pour l'urbanisation sectorielle du médico-social. Et tout ça a pu donner lieu à vraiment un périmètre cible. Et ce périmètre cible a été circonscrit à 9 domaines d'études. Donc, c'est dans une démarche très, très rigoureuse, des marqueurs stratégiques, des principes directeurs basés sur une démarche d'urbanisation, plus toutes les analyses qu'on a pu produire, qu'on a pu donner lieu à 9 domaines d'études qui vont vous être décrits juste après et qui font partie intégrante et concrète du cadre d'urbanisation du médico-social. Voilà, je vais laisser la place à oups, on a cliqué tous les deux, pardon, à Morgane. Voilà. Merci Christophe. Donc, comme l'a dit Christophe, 9 domaines d'études qui font écho à des irritants, des besoins, des problématiques, des zones de flou qu'il était important d'éclairer et qui sont directement déclinés également globalement, la doctrine du numérique en santé apporte un cadre. L'objectif était de pouvoir éclairer ces zones de flou propres au médico-social en disant, voilà comment la doctrine va pouvoir apporter des éléments de réponse sensibles. Et donc, on a souhaité formaliser ça de manière concrète, sous 9 domaines d'études, ce qu'on appelait des domaines d'études, on va dire c'est des situations, c'est un regroupement de cas d'usage. Et je vais vous les décrire juste après. Donc, le premier concerne tout ce qui est lié à la coordination et à la gestion du parcours de la personne accompagnée, de son aidant ou de sa famille, entre ESMS et également avec les partenaires. On se retrouve en général dans une situation de prise en charge dans le cadre de dispositifs, de centres de ressources territoriaux ou également de services autonomie à domicile. Et donc, on a besoin de partager en très grande proximité des informations. Ces informations, elles peuvent également être partagées avec l'éducation nationale, des acteurs de l'éducation nationale ou des personnes de la sphère justice. Donc, l'objectif était de pouvoir commencer à brosser quelles étaient les briques fonctionnelles dont on allait avoir besoin pour pouvoir faire ce type de coordination, de proximité, en complément des services et référentiels socles existants, comme le DMP, Mon Espace Santé, la messagerie sécurisée notamment, et les projets e-parcours. Le deuxième domaine d'étude concerne les échanges et le partage entre le secteur médico-social et le sanitaire. Et l'objectif était de faire un focus plus particulier sur l'ordonnance numérique. Alors, on le verra après, sur ce sujet, on n'a malheureusement pas pu avancer comme on le souhaitait. Les travaux sont encore en cours avec l'assurance maladie sur l'expérimentation de l'ordonnance numérique, notamment dans les EHPAD. Et donc, c'est un domaine d'étude sur lequel la V1 du cas d'urbanisation ne fera pas de focus particulier. Ce sera à l'avenir, on sera amené à explorer un peu plus en détail. Et sur ce domaine-là, on a également les task force Ségur du médico-social qui apportent déjà un lot important de cas d'usage, d'échange et de partage entre le médico-social et le sanitaire. Le troisième domaine d'étude concerne l'orientation et la fluidification de l'orientation de l'usager en ESMS. Excusez-moi, et va porter plus particulièrement sur le service via trajectoire qui est devenu service socle du numérique en santé pour l'orientation dans le champ de l'autonomie et également dans le champ sanitaire. Le quatrième domaine d'étude va concerner la rationalisation de l'usage des portails. Portail usager à visée information ou portail usager à visée également de services, ainsi que la clarification avec Mon Espace Santé. Dans le cadre du référencement au catalogue de services de Mon Espace Santé. Dès lors que ce sont des applications qui concernent l'usager, l'enjeu est de pouvoir en effet s'inscrire dans une trajectoire de référencement au catalogue de Mon Espace Santé. Le cinquième domaine d'étude va concerner l'urbanisation interne à l'ESMS, avec un enjeu également de standardisation et échange avec les fonctions support. Ce domaine n'a pas été complètement étudié dans le cadre de cette V1. Il a été plutôt reporté, vous le verrez juste après, dans le domaine 8, qui concerne le partage et la mise à disposition des données à des fins de pilotage, à des fins de remontée de données, que ce soit pour le reporting, la tarification, la gestion du financement, l'archivage, etc.
Donc, on a 2 domaines d'études au final, le numéro 2 et le numéro 5, qui ne vont pas forcément donner lieu à une explicitation dans cette V1, mais qu'on va retrouver quand même distillé dans un certain nombre des autres domaines. Le domaine d'études 6 va concerner les échanges avec l'Internet des objets, les dispositifs médicaux, qu'ils soient à domicile ou en structure, la télésanté, le suivi à domicile. Et de la même manière, on va reboucler avec des enjeux de référencement au catalogue de Mon Espace Santé, dès lors que ces dispositifs sont des dispositifs avec une interface usagée. Et dès lors que ces dispositifs ont plutôt vocation à communiquer avec le DUI, on va pouvoir également expliciter la manière dont ils vont pouvoir adresser un référencement au futur bouquet de services professionnels. Le 7e domaine d'étude concerne l'identification, l'authentification des professionnels, des usagers et des structures. C'est un domaine un peu prérequis à tout le reste. Il sous-tend tous les travaux puisqu'il permet en effet de garantir la sécurité des échanges de bout en bout. Le 8e domaine d'étude, je vous l'ai explicité, donc c'est rationaliser finalement toutes les saisies de données qui sont demandées aux ESMS via une logique d'orchestrateur de données. Et donc ça, on l'explicitera plus particulièrement. Et enfin, le domaine d'étude 9 va concerner plus spécifiquement les échanges entre les conseils départementaux et les ESMS à viser dans le cadre du domicile et dans le cadre de la gestion de l'APA. Et l'objectif, en effet, est d'apporter un éclairage plus spécifiquement sur le standard ESPADOM qui est utilisé dans ce cadre-là. Alors, pour vous donner quelques petites précisions, donc ces 9 domaines d'études, donc il n'y en aura que 7 qui vont être explicités en effet dans cette V1. Comme je vous l'ai dit, l'objectif est de pouvoir s'inscrire bien sûr dans les fondamentaux de la doctrine du numérique en santé, mais de pouvoir donner des éléments concrets qui s'appliquent au médico-social, donc d'apporter des illustrations sur des attendus, des zones de flou. Ça va nous permettre de repositionner, de réaffirmer le positionnement d'un certain nombre de référentiels et services socles. On parle de l'identité numérique notamment. On va parler notamment du ROR comme référentiel également. Et l'objectif, voilà, c'est de pouvoir dessiner des réponses concrètes qui s'appliquent dès à présent et qui se dessinent également en cible avec des concepts comme le bouquet de services professionnels qui n'est pas encore en place, mais qu'il va falloir anticiper. Voilà donc le terrain, on va dire, de jeu qu'on s'est donné pendant ces derniers mois et sur lequel la concertation va pouvoir s'ouvrir dans les prochaines semaines. Je laisse la parole à Christophe qui va vous expliciter le contenu du cadre. Christophe, il faut que tu ouvres ton micro, s'il te plaît. On ne t'entend pas. Voilà, c'est fait. Donc, rebonjour. Voilà. Le cadre, on l'a voulu rigoureux, donc il apparaît un petit peu rigide pour un webinaire, mais cela étant, c'était important pour nous de vous montrer que la démarche d'urbanisation, c'est une démarche rigoureuse et que ce qu'on est en train de vous proposer là devrait être valable pour quelques années. Donc, le cadre d'urbanisation comprend c'est une petite inversion, mais c'est pas grave, des marqueurs stratégiques qui sont en fait Anne va vous en parler, qui sont quelque part la déclinaison des orientations stratégiques qui nous ont été données par différents niveaux, que ce soit des niveaux terrain, mais aussi des niveaux plus nationaux comme ceux de l'ANAP ou de la CNS. Les principes directeurs, eux, ils ont été déclinés d'autres principes au niveau européen, au niveau de l'urbanisation pas sectorielle, mais d'INSIC, on va dire, des travaux de la DINSIC, qui s'appelle aujourd'hui la DENI, au niveau de l'urbanisation sectorielle de santé, et puis on les a déclinés, et on va les voir au niveau du médico-social. Les fondements et recommandations, on va aussi les voir. Pourquoi du point de vue de la doctrine technique du numérique en santé, qui nous inspire aussi beaucoup, il y a 3 piliers qui sont l'interopérabilité, la sécurité et l'éthique. Mais nous, on a été un petit peu plus loin pour essayer de construire sur des vraies fondations ou même des murs porteurs et faire les fondements de ce que ça pourrait être l'urbanisation sectorielle du médico-social en partant sur des visions architecturales, juridiques ou réglementaires, éthiques, interopérables, sécurité. Et vous allez voir ça dans les détails un peu plus loin.
Concernant la démarche, vous en avez beaucoup parlé, mais sachez que c'est non seulement, on a dit qu'on voulait désiloter les systèmes d'information pour pouvoir traiter des systèmes de systèmes, mais il y a cette vision transverse et cette vision aussi qu'on a voulu à la fois dans l'orchestration des services, dont vous a parlé Odile notamment. Donc, on est dans un contexte d'usage. Des services doivent pouvoir communiquer entre eux. C'est aussi simple que ça. Et ces services sont des services numériques qui sont en train de fonctionner. Et il y a des services qui sont des services de support, typiquement un dispositif d'authentification, et puis il y a des services directement à finalité métier. Et tout ça, il faut que tous ces services puissent fonctionner ensemble. Et ça a été notre objectif de pouvoir déclarer dans une orchestration des services, tous ces services pour chaque domaine d'études. Donc, la méthodologie d'élaboration du cadre, on l'a vu, la présentation des domaines d'études au sein de l'orchestration de services. Et vous verrez un petit peu plus dans les détails comment on a décliné les choses. Le schéma d'architecture fonctionnelle, c'est la déclinaison de ce qu'on a vu avec, au niveau national dans la doctrine technique numérique de santé, donc c'est le schéma d'architecture que vous avez vu, qui est décliné pour le médico-social, mais qui a été aussi repris par les régions et leurs clubs urbains. Et donc, c'est très, très intéressant pour nous de, quelque part, partager une vision fonctionnelle qui ne soit pas celle de l'urbanisation classique apportée par Christophe Mongetet, mais qui soit une vision cartographique fonctionnelle qui voit les choses en sections fonctionnelles, on le verra en domaines fonctionnels, par exemple la coordination, l'orientation, ce sont des domaines fonctionnels en blocs fonctionnels à l'intérieur d'un certain domaine. Par exemple, dans la coordination, on peut retrouver plusieurs domaines, comme l'agenda ou d'autres choses, et puis des fonctions. Le schéma d'architecture fonctionnelle essaye de décliner tout ça pour le médico-social. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur le cadre, dans sa structure, dans ce qu'on a voulu dire et dans le document. Donc, c'est le cadre du cadre qu'on a voulu présenter. Je vais laisser la parole à Anne. Bonjour, merci Christophe. J'espère qu'on m'entendait bien. Donc, c'est bon. Donc, comme Christophe l'a présenté, donc voilà, il y a des marqueurs stratégiques qui viennent structurer ce cadre-là, qui est vraiment au cœur de la démarche d'urbanisation. Ils sont au nombre de 5. On va les parcourir ensemble. Donc, premier marqueur stratégique déterminant, c'est favoriser donc l'autodétermination. C'est considérer que chaque personne accompagnée, elle est pleinement actrice de son parcours. Et elle est actrice, bien sûr, à tout moment de son parcours. C'est considérer également qu'elle est informée et qu'elle est consentante, ainsi que, et où les personnes qui se sont habilitées, donc on parle d'aidants et de famille. Donc, c'est vraiment, voilà, favoriser cette autodétermination de la personne accompagnée. Autre marqueur stratégique à garder en tête, c'est de garantir l'équité de traitement. C'est pouvoir s'assurer de l'équité donc de ce traitement pour tous et sur l'ensemble du territoire. Donc, ces 2 éléments-là. Autre marqueur stratégique sur lequel on s'arrête ici, c'est faciliter les parcours. L'idée, c'est donc de faciliter les démarches des personnes accompagnées et c'est à travers ça fluidifier leur parcours de bout en bout. C'est vraiment penser ce parcours de bout en bout et de mettre tout en œuvre pour le faciliter. Autre marqueur stratégique qui est important, c'est optimiser la coordination et les pratiques professionnelles. L'idée, c'est de faciliter cette coordination entre acteurs des secteurs sanitaires, médico-social et social. C'est vraiment être dans cette démarche-là d'optimisation. Dernier marqueur stratégique et 5e marqueur stratégique à garder bien en tête, c'est éclairer les décideurs et renforcer le suivi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mieux piloter la connaissance des publics, les besoins, et à travers ça, bien sûr, l'offre, pour soutenir la définition d'une part et la mise en œuvre des politiques de soutien à l'autonomie. Donc, c'est aussi cet élément-là qu'il faut bien garder en tête sur opérer pour aussi éclairer les décideurs et renforcer le suivi. Je vous passe la parole. Merci. Donc, en fait, ces marqueurs stratégiques, en tant qu'urbaniste, c'est un peu notre alignement stratégique, notre boussole, si je reprends la métaphore de l'explorateur. Nous, on a cette boussole-là et elle va quelque part, nous habiter tout le temps et faire en sorte qu'on travaille avec ces orientations-là. Et ici, ce qu'on va voir, c'est le complément urbanistique, entre guillemets,
pour le médico-social de ces orientations. C'est les principes directeurs d'urbanisation, mais qui sont du bon sens finalement. Donc, c'est de dire qu'on travaille toujours le concret, on travaille dans l'usage, on travaille pour aider tous les systèmes d'information, enfin tous les gens qui travaillent en tout cas, à pouvoir construire leur feuille de route quelque part de manière beaucoup plus rassurante, et parce que c'est quelque chose qui a été mutualisé, c'est quelque chose qui est de l'ordre du concret. Toujours conduire une démarche croisée, donc écoute du terrain, écoute des stratégies, écoute des orientations stratégiques. On est toujours avec cette boussole qui nous guide quelque part, parce qu'elle tient compte de l'usager tout le temps, et de son autodétermination, etc., etc. Tout ce qu'a dit Anne. S'appuyer évidemment sur les cadres qui existent. Il y a des cadres, des référentiels, d'éthique, de sécurité, d'interopérabilité. Donc ça aussi, c'est des principes sur lesquels on peut se baser, parce que énormément de personnes dans l'écosystème y ont travaillé. C'est des choses qui ont été travaillées, retravaillées, et qui nous aident, ces référentiels, quelque part, non seulement à réguler tout ce qu'on fait, mais aussi à pouvoir les opérer. Alors, accélérer la mise en œuvre de tout ce qui est service socle. Donc, forcément, les services nationaux, c'est des services qui sont là pour pouvoir aider le service public et nous aider en tant que participants, acteurs de l'écosystème du médico-social. Mettre en place une gouvernance, ça, on va encore devoir le mettre, mais c'est hyper important que les usagers soient au cœur aussi de tout ce qu'on va faire par la suite. Que tous les acteurs institutionnels et les acteurs terrains soient toujours représentés à tous les niveaux de cette gouvernance. S'appuyer bien sûr sur les fondements juridiques, on n'est pas en dehors des règles juridiques. Et ça, c'est un peu neuf dans l'urbanisation et ça prend de plus en plus d'essor, c'est de considérer le carburant comme étant la donnée. Notre carburant, aujourd'hui, surtout dans un système de données, ce sont les informations. Ce sont les données qui deviennent des informations à un certain moment. Et il faut faire en sorte que tout soit fluide, ce qui n'est pas simple, vous le savez. Comment je peux faire pour m'authentifier une seule fois? Ne le dites qu'une seule fois. Comment puis-je faire pour ne saisir qu'une seule fois les données et rendre mes données portables d'un système à un autre? Comment faire en sorte de pouvoir archiver les données de manière saine et sécurisée? Enfin, toutes ces problématiques de données, on nomme ça sous les principes de gouvernance et de pilotage par la donnée. Mais ça devient essentiel au système d'information. Et enfin, nous, au niveau national, mais à tous les niveaux, locaux, etc., il faut absolument, et c'est Via Trajectoire est un bel exemple, il faut absolument qu'on se soutienne, qu'on soit soudés vers des solutions qui soient partageables entre elles, qui soient modulaires, etc. etc. Voilà pour cette présentation des principes directeurs. Alors, les fondements, j'en ai parlé un petit peu. Donc là, on était au niveau des principes. Là, les fondements, sur quoi on peut se baser? Et donc, il y a des fondements architecturaux, urbanistiques. Il faut construire les solutions, se baser sur une conception orientée utilisateur, avec tout ce qu'on a déjà dit autour de l'utilisateur. Aujourd'hui, l'éthique est un vrai sujet. On ne peut pas concevoir un système architectural sans se baser par l'éthique. Donc, c'est le troisième point. De la même manière, il faut pouvoir suivre les règles juridiques. Donc, comme ça, on va décliner dans le cas d'urbanisation tous ces fondements sur lesquels on peut construire la maison du médico-social. Fondement d'interopérabilité. Aujourd'hui, on ne peut plus concevoir des systèmes communicants sans réfléchir sur l'interopérabilité. Ça veut dire comment ils peuvent échanger des données entre eux. Et le dernier, il est fondamental, mais il a été énormément travaillé au niveau du sanitaire, pas encore, par exemple, pour l'aidant numérique au niveau du médico-social, mais j'espère, j'appelle de mes voeux le fait qu'on travaille vraiment sur cette question autour de l'aidant numérique. Voilà pour ces fondements qui concernent le cadre. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais d'une vision qui ne doit pas être silotée. Et déjà, dans la doctrine technique du numérique en santé, on avait choisi de schématiser les choses, non pas en disant, voilà, ici, il y a les silos, les blocs, les îlots, etc. Non, on voulait avoir une vision beaucoup plus simple des choses,
une traduction de la maison qui avait été apportée par la feuille du numérique en santé. Et cette traduction, la manière la plus simple, c'était de partir vraiment sur une architecture purement fonctionnelle. Donc, au niveau le plus haut, on a ce qu'on appelle une section fonctionnelle qui concerne tout ce qui est pilotage. Au niveau le plus bas, on a une section fonctionnelle, tout ce qui est dans la cave, on va dire, de la maison, tout ce qui est de l'ordre du référentiel. Donc, les référentiels, vous les connaissez tous un petit peu par cœur, Finesse, ROR, RPPS, mais aussi des référentiels d'usage. Et des référentiels de concept, comme je les appelle, ça veut dire des référentiels qui nous aident à travailler sur l'interopérabilité, la sécurité, etc. Au milieu, il y a tout ce qui est la production. Et là, dans cette section fonctionnelle, il y a plusieurs, ce qu'on appelle les domaines fonctionnels. Donc, il y a la coordination, il y a l'orientation, il y a le partage, etc. C'est ce qui, vous, en tant que professionnel, vous fait lever le matin et vous dites, voilà, je vais travailler. C'est votre métier qui est là. Mais ces choses ne sauraient communiquer sans des moyens d'accès qui sont, pour les professionnels, aujourd'hui, c'est CPS, ICPS, etc., avec des fournisseurs d'identité de type ProSanté Connect. Mais d'autres, pour les éditeurs, on a sorti aussi Industriel Santé Connect, par exemple. Mais pour les usagers aussi, tout ce qui peu à peu va permettre de les identifier. Donc, il y a France Connect au niveau national, mais petit à petit, on va travailler sur la PCV et l'ouverture de la PCV. Et donc, tout ça va permettre des accès, et des accès à des portails, à des plateformes citoyennes, et c'est ce que vous voyez en haut en bleu et en vert. Donc, c'est tout ce qui permet, en bleu, c'est les professionnels, en vert, c'est les usagers, c'est tout ce qui nous permet d'accéder soit au bouquet de services en bleu, soit à mon espace santé en vert, mais aussi tous ces outils, toutes ces solutions d'e-santé qui permettent d'interagir avec ces plateformes citoyennes. Et là, on a réfléchi à un nouveau système, c'est l'orchestrateur. Et pourquoi on a dû réfléchir à cet orchestrateur? Parce qu'on s'est rendu compte, dans tous les domaines d'études que vous avez pu voir, qu'il manquait non pas un bloc fonctionnel, mais carrément une section fonctionnelle qui permettrait de faire en sorte que tous ces systèmes que vous voyez là soient communicants et puissent échanger des données qui sont à fréquences différentes. Par exemple, toutes les années, vous devez produire des données qui vont alimenter SIDOBA pour la CNSA. Toutes les années, vous devrez pouvoir alimenter des systèmes d'archivage de données, par exemple. Mais tous les jours, vous devez pouvoir, dans un parcours sans couture d'un utilisateur, pouvoir gérer des données et les rendre portables, les rendre échangeables, les rendre partageables. Et tout ça fait qu'on a réfléchi à un orchestrateur dont on aura l'occasion d'en parler et on souhaiterait vraiment, il y aura des études là-dessus, que ce soit la CNSA qui prenne cela en main. Voilà, j'en ai fini pour ce schéma d'architecture fonctionnelle. Merci Christophe. On voulait également donc, vous présenter les futurs, ce qu'il y aura dans les futurs domaines d'études en complément de ces grands principes, grandes fondations fondamentaux et principes et schémas qui sont déjà mis en concertation sur le site participer.isanté.gouv.fr. On vous enverra le lien juste en fin de webinaire. Là, l'idée, c'était de se projeter pour la suite. Vous aurez donc un webinaire par domaine d'études qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines et jusqu'au mois de septembre. Donc, comme je vous l'ai dit, les échanges avec le sanitaire et l'urbanisation interne à l'ESMS n'ont pas pu être traités dans cette V1, donc c'est remis à plus tard dès lors qu'il y aura des travaux suffisants pour pouvoir apporter des éclairages. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura finalement dans la description de chaque domaine d'études? On va vous en donner un petit aperçu. Chaque domaine va faire l'objet donc d'un volet qu'on va être amené à publier sur le site participer.isanté.gouv.fr, dans lequel on va toujours retrouver la même ossature. On va repréciser le contexte et les enjeux, les marqueurs stratégiques que nous a évoqués Anne, et donc à quoi répond ce domaine d'études en priorité. On va repositionner des questions clés que l'écosystème nous a partagées dans le cadre de l'analyse des besoins et des orientations stratégiques. Donc, c'est le point 1. On reprend les questions et on se dit comment est-ce que finalement on va répondre à ces questions dans le cadre d'axes de travail. On ne va pas y répondre intégralement, mais en tout cas, on va apporter des premiers éclairages dans le cadre de ce document 1, de cette version 1.
Ensuite, on va commencer à faire des schématisation d'orchestration des services et d'interaction entre les services. Et on va préciser les cas d'usage associés. Donc là, vous avez une illustration sur Via Trajectoire, par exemple, qui permet justement de montrer comment est-ce qu'on accède au portail usager de Via Trajectoire depuis le portail, par exemple, pour les personnes âgées.fr et la stratégie d'un référencement envisageable dans le cadre du catalogue de Mon Espace Santé. Voilà, c'est ce genre de choses qui est explicité dans le schéma et qu'on retrouve derrière dans les cas d'usage. Ce qu'on va retrouver également, c'est une schématisation des flux. Et ensuite, on va pouvoir vous présenter des grands principes d'urbanisation qui permettent justement de repositionner les éléments clés en cible. Et ce qu'on va également partager avec vous, c'est les prochaines étapes. Il y a un certain nombre de choses qu'on va pouvoir expliciter et il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir qu'on travaille encore. D'où l'objectif, en effet, d'éclairer également les prochaines étapes. Donc, voilà comment s'organise chaque volet de domaine d'études qui va vous être présenté en webinaire, puis mis en concertation pour que vous puissiez le regarder à tête reposée en sortie des webinaires. Je vais vous parler donc plus en détail de la phase de concertation. L'objectif est d'ouvrir aujourd'hui donc cette démarche de concertation sur les travaux d'urbanisation pour le secteur médico-social, centré sur le DUI des ESMS du champ PA, PH et domicile. L'objectif, c'est de clore cette phase de concertation fin septembre et donc de jalonner cette phase avec plusieurs webinaires. On en a un aujourd'hui, on en aura un autre en juin, 3 en juillet et 2 en septembre. Le temps de vous laisser en effet une pause estivale pour que vous puissiez prendre connaissance des documents les pieds dans le transat. On va ensuite recueillir l'ensemble de vos retours qui donc soit sont formulés sous forme de questions, soit sous forme en effet de contributions déposées sur la plateforme participée, les centraliser, identifier s'il y a des sujets qui nécessitent un atelier d'approfondissement, conduire ces ateliers d'approfondissement et envisager une publication de la V1 du cadre d'urbanisation fin octobre, début novembre. Donc voilà le calendrier dans lequel on s'inscrit. Les webinaires qui vous sont proposés, donc le premier, c'est la phase d'ouverture, la présentation des travaux du cadre, qui ont fait le focus plus particulièrement sur la démarche, les principes, les fondations, les schémas et également les travaux de 2022 qui étaient l'analyse de l'existant et les orientations stratégiques. Donc, c'était vraiment l'objet aujourd'hui de vous présenter ces travaux-là et de vous dire un petit peu comment les choses vont s'organiser pour la suite. Le premier webinaire qui va s'ouvrir, c'est le 3 juillet autour de la fluidification des parcours dans le cadre de l'orientation, donc avec notamment un sujet d'urbanisation autour du service Via Trajectoire. Le 5 juillet, on se concentrera sur les outils au service de la coordination des parcours avec des briques fonctionnelles comme l'agenda partagé professionnel, par exemple, ou le projet personnalisé, le cahier de liaison, le cercle de soins, les notifications, les grilles d'évaluation. Voilà, on fera le focus là-dessus en lien avec le bouquet de services professionnels. L'après-midi, le 5 juillet, on a un autre webinaire centré sur les dispositifs connectés à domicile, les portails d'information usagers et le lien vers le référencement Mon Espace Santé. On fait la pause cet été, on se retrouve à la rentrée le 5 septembre autour des enjeux d'échange en lien avec les conseils départementaux dans le cadre de l'APA et les ESMS du champ du domicile, avec la standardisation des échanges et le positionnement du standard ESPADOM notamment. Et enfin, on terminera cette séquence de webinaire avec la notion d'orchestrateur de données dont vous a parlé Christophe. Voilà, donc on a souhaité, et on vous mettra à disposition pour les 2 documents, les 2 volets d'études qui seront présentés en septembre, on vous les mettra à disposition avant l'été, donc on le fera un petit peu en avance de phase pour que vous puissiez avoir le temps d'en prendre connaissance. Et je vais laisser la parole à Odile pour clore ce webinaire. Merci Morgane, Christophe et Anne pour tous ces compléments et ces précisions sur ce cadre d'urbanisation. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que ce cadre d'urbanisation, c'est vraiment un document repère pour l'ensemble de l'écosystème, que ce soit pour les établissements, les professionnels qui travaillent en établissement, les éditeurs, les institutions nationales, les maîtrises d'ouvrage nationales et régionales, donc à la fois l'assurance maladie, la CNSA, la DGCS, la DGOS, les ARS, les grades, etc. On doit tous avoir une sorte
de guide commun qui nous dit là où on veut aller en termes de numérique dans les années à venir. Donc c'est vraiment une vision qu'on doit partager, c'est cette vision que porte le cadre d'urbanisation. Deuxième point important, donc comme ça vous a été dit par Christophe et par Anne, on s'appuie sur une phase d'analyse de l'existant et d'orientation stratégique qui sont riches en enseignements et qui sont vraiment les points d'appui sur lesquels on a constitué, on a réalisé cette démarche et qui permettent d'analyser, de développer les différents domaines d'études qui vous ont été présentés. Donc, en sortie, on aura un cadre d'urbanisation qui va se composer d'un document cœur qui présente à la fois les concepts, mais aussi l'architecture fonctionnelle générale, les différents domaines d'études et les fiches des domaines d'études viennent dans un second temps. On aura un chapitre pour chacune des fiches des domaines d'études. Et puis, très important, effectivement, on est là pour construire ce cadre d'urbanisation avec vous, dans le cadre d'une phase de co-concertation, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était important de vous présenter cette démarche dans son ensemble, pour que vous puissiez avoir les clés pour appréhender, bien prendre connaissance et bien vous approprier chacun des domaines d'études qu'on va aborder ensemble ensuite dans le cadre de chacun des webinaires dédiés comme Morgane vient de vous le présenter. Donc aujourd'hui, c'était vraiment un point de repère et une présentation générale pour que vous puissiez ensuite rentrer rapidement dans chacun des domaines d'études. Sur la diapo suivante, donc voilà, on ouvre maintenant cette phase de concertation. Comme Morgane vient de le dire, on va le publier progressivement. Donc on va commencer par publier le document cœur, qui est un peu le document qui présente de manière un peu plus détaillée ce qui vous a été présenté aujourd'hui. On va publier également le rapport de cadrage stratégique et l'analyse de l'existant. Et les fiches de domaine, elles seront publiées à l'issue de chacun des webinaires portant donc sur les domaines en question. Donc, c'est vraiment des points de départ, à la fois le webinaire d'aujourd'hui et les webinaires de présentation de chacun des domaines d'études sont vraiment des points de départ pour vous donner les clés, pour vous aider à comprendre ce qu'il y a dans chacun des domaines, puisque même si on lit ça dans son transat, ça peut paraître un peu ardu, c'est pas si simple d'appropriation. Donc on vous invite vraiment à venir participer le plus possible à ces webinaires de présentation, ça vous permettra de rentrer plus vite dans les sujets. Si vous ne pouvez pas, pour des raisons logistiques évidentes, participer à ces webinaires de présentation, ils seront disponibles en replay, parce que je vois que la question a été posée également dans la conversation, enfin dans les questions. Donc tous ces webinaires, celui d'aujourd'hui et tous ceux qui sont à venir, seront disponibles en replay. Donc n'hésitez pas à vous inscrire autant que faire se peut, et puis à relayer cette information ou à rejouer les replays pour pouvoir en prendre connaissance dans un temps qui sera le vôtre. Voilà, donc on compte sur vous pour faire en sorte que cette concertation soit le plus large possible. On recueillera évidemment toutes vos remarques, on les analysera, peut-être qu'on sera amené à vous contacter pour approfondir certaines questions si on n'est pas certain d'avoir bien compris, mais voilà, on rentre dans cette phase de concertation et on compte sur vous pour nous aider à disposer d'un cadre d'urbanisation qui soit le plus proche des préoccupations de l'ensemble des acteurs et qui réponde à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser. Voilà, merci à tous. Je crois qu'on a encore un petit peu de temps pour prendre des questions dans la conversation. Oui, tout à fait. On en a une, donc je vais y répondre directement sur les acteurs qui ont participé à cette démarche. Donc, vous le verrez dans le cadre de la publication du document qui s'appelle « Analyse de l'existant et orientation stratégique ». On a en effet référencé tous les acteurs qui ont contribué à cette étape-là, et notamment par rapport aux structures qui ont été plus particulièrement impliquées et sollicitées dans la phase d'enquête. C'est donc 5 régions qui ont été amenées à les solliciter plus spécifiquement. Donc, on a travaillé avec la Bourgogne-Franche-Comté, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, les Pays de la Loire et la Réunion. Et donc, ces référents
régionaux qui ont été amenés à lancer cette enquête auprès des ESMS qu'ils ont considérés comme étant suffisamment matures aussi pour pouvoir partager ce type de questions. Et c'est cette enquête qui vous est également restituée dans le cadre de ce document. Donc, n'hésitez pas à en prendre connaissance. Ce n'est pas exhaustif, mais ça donne en effet un panorama relativement intéressant de leurs problématiques, leurs priorités, leurs irritants, les choses qu'ils ont identifiées comme étant les premiers éléments sur lesquels il fallait qu'ils travaillent. Voilà, donc tout ça est mis en concertation et donc la liste des participants est annexée au document. Donc, on est à votre disposition si vous souhaitez poser vos questions. Et si vous n'avez pas de questions qui arrivent tout de suite, eh bien, vous avez tout ce qu'il vous faut pour poster vos contributions sur la plateforme participer.isanté.gouv.fr. Vous avez également nos coordonnées pour nous contacter si vous le souhaitez durant cette étape. Donc, n'hésitez pas, et je redis ce que vous a dit Odile, ce cadre, il se construit pour vous et avec vous. Donc, sans vos retours, on risque de passer à côté de l'essentiel. Donc, on compte sur vous.